je poursuis. Et on va donc maintenant voir l'étape d'après. Une fois que les activités sont définies, qu'est-ce qu'on en fait? D'accord? Alors, une fois que les activités sont définies, on les organise. On organise donc ces activités en séquence. Ça veut dire quoi? Qu'on identifie et puis on documente clairement dans un livrable les activités ainsi que leurs relations. On a défini les activités précédentes, on met ces activités-là en lien, on les met dans une phase, dans un ordre d'exécution. D'accord? Et les résultats obtenus donnent ce qu'on appelle le diagramme de réseau. On en parlera un peu plus loin. Donc, vous allez voir, le fait d'organiser les activités l'une à la suite de l'autre va constituer un diagramme qu'on appelle le diagramme de PERT qui doit vous servir beaucoup dans votre échéancier. C'est très important. Alors, les techniques qu'on utilise pour pouvoir organiser ces activités en séquence, c'est ce qu'on appelle la méthode d'antécédent, d'accord? On appelle aussi le diagramme de perte. Alors, je vais vous montrer cela dans l'étape d'après. Chaque activité est représentée par un nœud, un petit carré ou un cercle. Et puis, entre les petits carrés ou cercles, là, qu'on appelle ces nœuds, il y a des flèches qui représentent les liens entre les activités. Et donc, il y a plusieurs dépendances. Il y a, et ce sont des dépendances logiques, d'accord? Il y a la dépendance qu'on appelle fin-début, ce qui signifie, et c'est ce qui est d'ailleurs le plus couramment utilisé, ce qui signifie qu'une activité doit se terminer pour que l'activité suivante puisse démarrer. Ça, c'est le plus souvent, c'est le cas. Après, il y a une autre dépendance qui existe aussi, mais qui est plutôt rare, qui est au fait le fin-début. Fin-début, ça veut dire qu'une activité doit débuter pour que l'activité suivante, elle, puisse démarrer, puisse se terminer, pardon. Fin-début signifie qu'une activité doit débuter pour que l'activité suivante puisse se terminer. Mais bon, c'est un cas qui est plutôt rare. Et puis, il y a deux autres cas très peu utilisés, mais il est important de les connaître, sont des dépendances qu'on appelle fin-fin. Ça signifie que une activité doit se terminer pour que l'activité suivante puisse elle aussi se terminer. Il y a une autre dépendance qu'on appelle début-début et qui signifie qu'une activité doit démarrer pour que l'activité suivante aussi puisse démarrer. Voilà. Ce sont des dépendances qui existent qu'il faut savoir, mais que vous n'aurez pas forcément à utiliser systématiquement. D'accord? Alors, comprenez aussi que pour ce qui concerne la technique de construction du diagramme de perte, je vous en parle un peu plus loin, vous allez voir. Alors, l'organisation des activités en séquence, de quoi vous avez besoin pour faire ça? Vous avez besoin en entrée du plan de gestion de l'échéancier qu'on a établi tout au début. Ce plan, rappelez-le, qui nous définit, qui nous dit le comment on fait le travail à faire et qu'on veut faire, c'est-à-dire l'élaboration de l'échéancier. Vous aurez besoin aussi du référentiel de base du périmètre, c'est-à-dire le contenu de notre projet. Le document qui spécifie clairement le produit final et les étapes dans lesquelles et que nous devrons parcourir pour y arriver. Vous aurez besoin aussi de la liste des activités ainsi que de leurs attributs. N'oubliez pas la tâche que nous avons faite par le passé qui consistait donc à découper les, les tâches en sous-tâches, ce qui vous a permis donc d'élaborer une liste d'activités. En fait, vous aurez besoin de cette liste-là pour pouvoir justement les mettre en cohérence, en séquence. Vous aurez besoin de ce qu'on appelle le journal des hypothèses. Donc, pour pouvoir faire telle ou telle activité, vous êtes certainement parti d'une hypothèse. Et le journal des hypothèses, c'est quelque chose aussi qui est issu du lancement de projet. Donc, ce sont les documents. Là, on attaque directement la phase planification d'un projet, mais avant d'en arriver là, il y a une phase initialisation où tous ces documents-là sont déjà à votre disposition. Et puis, ouais, naturellement, comme je disais, vous aurez accès aux actifs organisationnels et aux facteurs environnementaux
de l'entreprise pour savoir quelle est la culture de l'entreprise, quels sont les documents existants qui vont dans le sens du projet que vous êtes en train de vouloir faire pour vous en inspirer. D'accord? Donc, tout ça, vous en aurez besoin pour en entrée, pour faire pour organiser les activités en séquence. Et puis, en sortie du travail que vous aurez à faire, vous allez sortir avec le diagramme de perte. Ce diagramme qui construit, qui dit, voilà par quelle tâche nous commençons, après cette tâche-là, voilà la suivante, ainsi de suite. Quel est le lien entre ces tâches-là? Voilà. Je vais vous montrer un exemple de diagramme de perte par la suite. D'accord? On l'appelle aussi le diagramme de réseau PDM qui signifie présence précédente diagramme méthode. OK? Euh, Ce diagramme, en fait, permet de justifier quelque part les estimations de temps du projet. Parce que dans ce diagramme, vous allez afficher et présenter la durée de chaque étape, de chaque sous-tâche, de chaque tâche. Vous allez les spécifier. Donc, ce diagramme, c'est quelque chose qui est un diagramme visuel qui vous permet de voir comment votre projet est organisé et d'ailleurs qui va vous aider dans la phase de maîtrise de l'échéancier. D'accord? Et ce diagramme va vous permettre d'identifier aussi les opportunités ou les menaces quelque part de projet parce que là aussi, nous allons en parler un peu plus loin. Parfois, dans votre diagramme, il y a ce qu'on appelle le chemin critique du projet. Donc voilà, ce diagramme vous permet aussi de voir ce que c'est que le chemin critique et de sorte à ce que vous puissiez vous concentrer sur cette partie-là. D'accord? Alors, sans plus tarder, je vous montre ce que c'est que le diagramme de perte ou le diagramme de réseau. Je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer cela, mais je vous rassure tout de suite, le plus souvent, vous n'aurez pas à le faire. Il est important de savoir comment il est construit, mais le plus souvent, de nos jours, il y a des logiciels qui font ça. C'est pour cela que je me suis permis de vous afficher ces logiciels. Vous avez Hydromax, vous avez Hydrosoft, vous avez SmartDraw, vous avez du C-Chart euh, qui fait ce travail-là. D'accord? Donc, comprenez tout simplement de quoi il s'agit. Alors, vous avez vu qu'à gauche de votre écran, vous avez le démarrage, IS1. Ensuite, vous avez toutes les étapes du projet. Ce projet, c'est un projet de, de publicité. On veut envoyer des prospectus à nos clients, d'accord? Donc, on commence d'abord par la phase de préparation de notre maquette, de notre mailing. Et pendant ce temps, on est en train de faire le check, de faire le choix de l'imprimeur, d'accord? Alors, la phase de préparation du mailing, on dit qu'il va durer 4 jours. La phase de choix de l'imprimeur, il est prévu aussi qu'il fasse 4 jours, d'où les chiffres 4 qu'on a mis de part et d'autre. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a choisi l'imprimeur, on va passer à l'impression de la plaquette. Mais regardez sur mon schéma, pendant que l'impression de la plaquette est en train de se faire, je peux continuer à faire, à retoucher à mes plaquettes. Donc, la phase de préparation de mailing, elle peut continuer pendant la phase de l'impression. Ça veut dire qu'on va imprimer au visuel, ça ne va pas nous plaire et on va le remodifier. Et du coup, vous voyez, cette phase-là, qui est la partie préparation du mailing, elle n'est pas critique. Elle n'est pas sur le chemin critique. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous voyez qu'en sortie de cette phase-là, on a le chiffre 8. Le chiffre 8 pour dire que on a provisionné 4 jours pour le faire, mais on peut aller jusqu'à 8 jours pour faire cette phase-là. Parce que pendant ce temps, il y a la phase de choix de l'imprimeur et la phase de l'impression des plaquettes qui est en train de se dérouler. D'accord? Ensuite, il y a la phase d'envoi de mailing. Et cette phase est censée durer 3 jours, donc c'est le E3. Donc, vous voyez, 4 jours ici pour faire le choix de l'imprimeur, 5 jours pour pouvoir pour passer à l'impression, donc ça fait 5 plus 4, ça fait 9. Ensuite, 3 jours pour commencer à envoyer au mailing, donc ça fait 9 plus 3, ça fait 12 jours, 12 ici. Et puis après, c'est les relances téléphoniques où on demande aux clients est-ce qu'ils ont bien reçu la plaquette et autres, qu'est-ce qu'ils en pensent. Cette phase, il est prévu 5 jours pour ça. Donc, 5 plus 12, ça fait 17. Et il y a aussi la phase de promotion de presse.
C'est-à-dire on demande aux journaux du quartier à la télévision ou la radio de parler de nous. Et là, il est prévu 3 jours pour ça. 3 plus 12, ça fait 15. Voilà à peu près ce à quoi il faut s'en tenir quand on fait ce travail-là. D'accord? Donc, ne soyez pas surpris. Vous aurez peut-être une fois à le faire à la main, mais en général, c'est un logiciel qui vous fait ça. Et même Excel peut vous aider à le faire. Alors, vous l'aurez compris, ici, le chemin critique, ce qu'on appelle le chemin critique, c'est le chemin où il n'y a pas de marge entre les étapes. Vous voyez bien que le choix de l'imprimeur, c'est 4 jours au début et 4 jours à la fin. L'impression de la plaquette, c'est 9 jours, 9 jours à la fin. L'envoi du mailing list, c'est 12 jours au début, 12 jours au maximum. Donc, c'est pareil pour la partie relance téléphonique et promotion des presses. Donc, toutes ces étapes-là sont sur un chemin qu'on appelle chemin critique. Ça veut dire que si on est en retard sur une seule de ces étapes, tout notre projet sera en retard. D'où l'intérêt d'avoir une vue très, 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 très pointue sur cette étape-là. D'accord? Voilà. C'est la phase, on vient donc de finir l'étape qui s'appelle organiser les activités en séquence. C'est une étape très importante pour la suite de notre planification de projet.